Salut Guillaume. Salut Laurent. Bon, je suis ravi de te retrouver pour ce deuxième épisode. Moi aussi. Premier épisode plutôt complet, sympa. On a des retours plutôt encourageants et on vous remercie évidemment. C'est plutôt chouette. Sur ce premier épisode, on a vu deux sujets particulièrement importants. Le photovoltaïque, le véhicule électrique et puis au fond, d'un point de vue général, l'efficacité énergétique. Sur ce deuxième épisode, on va rentrer un peu plus dans le détail, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, on a fait le choix sur le premier épisode d'aborder des sujets, des nouveautés, des nouveaux usages, des nouvelles choses. Là, on va rentrer vraiment dans le cœur du réacteur, dans le cœur de la norme. Cœur du sujet, ouais. On va parler du résidentiel. Ok. Qu'est-ce qui change pas, et puis dans le tertiaire, qu'est-ce qui change pas également. Bon, pour nous parler de tout ça, on aura Valentin qui est de retour du Consuel et puis José de la Socotec qui également va nous compléter tout ça. Traditionnellement, on commence toujours l'épisode par une première question. On écoute notre électricien ? Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. Salut les experts! Alors j'ai vu les principales évolutions de la norme NFC 1500, mais moi je fais vraiment tout ce qui est appartement, donc je fais vraiment pas tout ce qui est borne de recharge, panneaux solaires, voltaïques, j'en fais pas du tout. Donc concrètement, qu'est-ce qui change pour moi? Est-ce qu'il y a des choses que je dois faire attention? Allez, j'ai hâte d'avoir votre réponse. Salut! Bonjour Valentin. Bonjour Laurent. Bon, je suis ravi de te retrouver avec Guillaume pour ce deuxième épisode. Tu nous as fait le plaisir de venir sur le premier épisode où tu nous as parlé du photovoltaïque. Oui. Là, on rentre un peu dans un sujet, le cœur du sujet même quelque part. Là. Oui, c'est ça. La question qu'on vient d'entendre d'électricien, qui est dans son quotidien, ce qui se demande, c'est qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va arriver, ou qu'est-ce qui change pas aussi, dans le résidentiel plus particulièrement. Alors dans le résidentiel, effectivement, la nouvelle version de la norme va prendre en compte surtout des nouveaux usages au niveau des installations, notamment l'essor des installations de production, que ce soit photovoltaïque, éolien, l'arrivée aussi des installations de recharge de véhicules électriques, et notamment par rapport au fait que maintenant les véhicules seront capables de réinjecter sur le réseau ou dans la station de consommation. C'est une vraie révolution quand même. C'est une vraie révolution. On l'évoquait tout à l'heure, le nombre de ventes de véhicules explose et donc tout à fait des éléments comme ça à prendre en compte. Et donc c'était nécessaire de les prendre en compte. Et aussi, de plus en plus, avec nos appareils électroniques, maintenant, on a besoin de modules de charge USB. Ouais. Donc, on trouve de plus en plus de modules de recharge qui se présentent sous forme de prise pour pouvoir assurer la recharge. Et évidemment, la norme apporte des caractéristiques à respecter pour faire en sorte de ne pas installer n'importe quoi, n'importe comment, et pas au mauvais endroit. Et ouais, surtout. Donc finalement, ce sont ces ajouts des parties je crois qu'on appelle générales sur le photovoltaïque, l'IRVE, l'efficacité énergétique, ce qu'on a vu en fait sur le premier épisode, et j'encourage les électriciens qui ont pas pu l'écouter à aller l'écouter juste après. Donc c'est ces parties-là qui vont finalement venir intervenir sur le quotidien de l'électricien dans le résidentiel. Il n'y a pas forcément de modification des volumes ou du nombre de prises par pièce ou des choses comme ça. Non, effectivement, dans les grandes lignes, il n'y a pas de modification du titre 10 de la partie habitation. Par contre, effectivement, l'arrivée des installations de production, notamment, apporte des contraintes en termes de sécurité. D'accord. Notamment sur le calibrage des interrupteurs différentiels, sur les sections des conducteurs. D'accord. Où là, l'électricien va devoir se poser des questions, notamment pour faire en sorte que l'installation soit bien en sécurité. Justement, ça c'est assez intéressant. C'est qu'est-ce que tu observes toi en étant sur le terrain en termes d'anomalies? Qu'est-ce que tu vois qu'on peut éviter et qui sont parfois même finalement du bon sens, quoi? C'est ça. Alors, ce qu'on voit beaucoup comme anomalie, c'est beaucoup d'anomalies de ce qu'on appelle de mise en œuvre au niveau du tableau. Donc, ça, c'est par exemple des connexions qui sont pas fiables, qui sont mal serrées, et ça peut être à l'origine de départ d'incendie. Okay. Et malgré le fait qu'on ait des tableaux de plus en plus précablés, c'est pas pour autant qu'on n'a pas des soucis de connexion. C'est des problèmes de ce qu'on appelle de protection mécanique, c'est-à-dire que les conducteurs sont accessibles. Parfois, c'est des accessoires qui manquent, des obturateurs au tableau, ce genre de choses. Ce qu'on va voir beaucoup, c'est des problèmes de conducteurs de protection, de continuité électrique, c'est-à-dire par exemple la broche de terre d'une prise de courant qui serait pas raccordée à la terre. D'accord. On va avoir aussi beaucoup de problèmes en salle de bain, à travers les volumes de salle de bain notamment et les liaisons équipotentielles. Donc la proximité, j'imagine, des prises à côté de la baignoire par exemple. Par exemple, voilà. Et malheureusement, on voit encore fréquemment des prises ou des interrupteurs qui sont à côté de la baignoire à moins de 60 cm. Ok. Comment on peut résoudre tout ça? Est-ce que finalement c'est en préparant ce rendez-vous là qu'on a ensemble, tu parlais d'autocontrôle.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a une partie là-dessus sur le contrôle des installations dans la norme. L'électricien, avant une première mise en service, qui est ou pas d'ailleurs un passage du consuel, il est censé faire ce qu'on appelle son autocontrôle. C'est-à-dire qu'il va passer en revue différents points pour s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis et ça évite les mauvaises surprises, comme des problèmes de continuité, comme des problèmes de salle de bain, etc. Donc, et il check, il existe des fiches d'autocontrôle pour ça, pour les guider un petit peu sur les différents points. Et au moins, ça leur permet d'avoir de la tranquillité. Et surtout, faut pas oublier qu'ils sont responsables aussi quand ils font une installation. Eh oui, ok, il y a cette notion de responsabilité. Une petite question comme ça, ça s'applique sur le neuf uniquement ou sur la rénovation aussi? Alors c'est vrai, si on fait une rénovation complète, c'est effectivement les mêmes règles, quelques détails près que sur le neuf. Donc c'est le même S'il y a principe. juste une pièce, rénovation d'une pièce, ça va pas. Et c'est pareil, si un installateur fait une rénovation juste d'une pièce, il existe des règles. Alors là, c'est plus d'un sens, c'est ce qu'on appelle la mise en sécurité, où là, il doit s'assurer aussi que l'ensemble de l'installation soit en sécurité. Très clair. Donc c'est l'électricien en tant que professionnel de son métier qui a. Il a un devoir de conseil et d'alerte auprès de son client. C'est clair. Là, on est sur la partie résidentielle. Est-ce qu'au fond, il y a entre la partie résidentielle et tertiaire des éléments qui sont identiques? Alors, quand on parle de sécurité électrique, évidemment, les risques sont relativement similaires. Après, ce qui va différencier, c'est l'usage des locaux. C'est-à-dire qu'en habitation, on va être sur des usages ce qu'on appelle domestiques. C'est-à-dire c'est des personnes qui sont pas qui connaissent pas l'électricité, alors que dans les locaux professionnels ou recevant public, là, on est sur notre typologie de personnes avec d'autres contraintes qui viennent s'ajouter à celles ou qui viennent différer parfois, mais très clair, aux contraintes du domestique. Yes, ben justement, Laurent, on a eu une question d'un électricien là du groupe Facebook qui nous pose la question justement des modifs qu'on va voir sur la partie tertiaire. On te remercie avant de visionner ce témoignage. Merci plaisir. Valentin. Et puis on te dit peut-être à bientôt. Avec plaisir. Merci Valentin. On écoute tout de suite notre électricien. Donc bonjour, je me présente, Nicolas Lemaire, électricien, société E3MS. Je suis implanté dans la région grenobloise depuis une dizaine d'années maintenant. Je travaille essentiellement avec les particuliers et les professionnels dans le tertiaire. Et ce que j'aimerais savoir avec le changement de la NFC 1500, c'est voir les améliorations qu'il y a avec cette norme et le délai dans lequel vont être appliquées les règles. Bon Guillaume, on vient d'entendre finalement une question à peu près similaire à la question précédente, mais sur une approche assez tertiaire, et c'est justement l'occasion d'accueillir José Rubio. Tu travailles pour la Socotec, et j'ai envie de te poser cette première question. Qu'est-ce que t'inspire la question que peut avoir cet électricien? Alors déjà, merci de m'accueillir. Je t'en prie. C'est très ambitieux comme question. Oui, parce que la NFC 1500, tu me disais, bon, t'es gentil, mais ça se résume pas en 4 minutes, quoi. Exactement. Il faut savoir que le texte de la norme NFC 1500 qui paraît aujourd'hui sous un seul volume sera divisé dans la future norme NFC 1500, on devrait dire la série NFC 1500, en 21 normes. Que ça. Et le chapitre 1, qui regroupe toutes les règles générales de dimensionnement, etc., fait 600 pages. Donc, vouloir résumer ce texte-là en 5 minutes, c'est très ambitieux. Ouais, d'autant plus, Guillaume, tu le disais, sur les profils que l'on a, parmi nos électriciens, il y en a qui sont en tertiaire, il y en a qui veulent passer, il y en a qui font les deux. Il y en a beaucoup, effectivement, avec qui on est en relation, qui font une bonne partie de résidentiel et un petit peu de tertiaire. Mais il y a aussi des électriciens qui se mettent au tertiaire ou qui font que du tertiaire. Est-ce qu'il y a, justement, dans les si on devait aborder un sujet, je sais pas moi, par exemple les bornes de recharge de véhicules électriques qu'on a vu ensemble dans le premier épisode, on en parlait encore avec Valentin là à l'instant. Est-ce qu'il y a une différence entre le résidentiel et le tertiaire? Qu'est-ce qu'un électricien qui passerait du résidentiel au tertiaire devrait savoir? Alors la première chose, c'est que lorsqu'on passe du résidentiel au tertiaire, c'est que dans le résidentiel, le dimensionnement des circuits, le nombre de points d'utilisation, etc., est imposé par le texte. Cadré. Alors que lorsque l'on passe dans le tertiaire, l'électricien est libre de son dimensionnement. Avec toute la responsabilité. Avec sa responsabilité qu'il a avec, mais également les possibilités que ça offre. Donc le dimensionnement des réseaux, des circuits, du nombre de points d'utilisation, c'est lui qui le fait à travers ses notes de calcul. José, on parlait donc des bornes de recharge. Qu'est-ce que toi, de tous les jours, tu vois en termes d'usage? Alors effectivement, c'est un sujet intéressant parce que la recharge d'un véhicule électrique a ce site particulier que c'est que ça consomme beaucoup d'énergie et pendant un temps très long. Donc les installations sont très sollicitées. Donc il faut être très prudent sur le dimensionnement de ces installations. Donc la norme NFC 1500
a introduit un nouveau chapitre qui est la 15-7-722 qui regroupe toutes les règles des infrastructures de recharge électrique. Et dans ces règles-là, on va trouver des règles sur le dimensionnement. Avec des méthodes de calcul, j'imagine? Avec des méthodes de calcul. Et donc, la prise en compte des puissances sont assez contraignantes, ce qui conduit à des installations qui sont très conséquentes. Et complexes. Mais dans la norme NFC 1500, on trouvera également des réponses à certains usages. On peut brider les puissances de recharge des bornes, quand les constructeurs des bornes le permettent. Mais on peut également mettre en place des systèmes de recharge intelligents qui permettent de gérer la charge en dynamique et de l'adapter en permanence aux capacités réelles de l'installation. Que tu veux dire que du coup il y a un tableau existant sur mon site tertiaire. J'ajoute 5 ou 10 bornes de véhicules électriques, chacune fait 22 kW max. Qu'est-ce que je veux dire par réseau intelligent? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je protège les 10 fois 22 kW? Comment ça marche? Alors effectivement, la première approche brute, c'est de dire je dimensionne l'installation pour alimenter 10 fois 22 kW. Donc ça fait une très grosse installation. Mais si on met un système de recharge intelligent, on peut déterminer la puissance max que va consommer l'ensemble des bornes. D'accord. Et on distribue cette puissance de façon dynamique aux véhicules qui se présentent. Le premier véhicule qui se présente aura sa puissance maximale. Si un deuxième véhicule se présente, eh bien on diminue la puissance de chacun de façon à jamais dépasser les capacités réelles de l'installation. On équilibre et on partage en gros. C'est ça. Et c'est les bornes qui, c'est pas dans le tableau, c'est les bornes qui vont gérer. C'est ça. C'est un système qui est propre à l'IRVE, et donc le système de bornes, un protocole de communication qui permettent de lisser les charges. Donc plus il y a de bornes, plus il y a de voitures qui sont connectées, moins il y a de puissance distribuée. C'est ça ou alors pas vraiment? On peut avoir toutes les configurations possibles. Ouais. On peut avoir une borne réservée à un véhicule qui fait beaucoup de cycles. Ouais. Et donc, c'est, je sais pas, le véhicule de livraison. Donc, lui, il a toujours sa puissance maximale. Et ensuite, on a les bornes des utilisateurs habituels des bureaux qui ne font que des charges complémentaires et qui ne nécessitent pas forcément la charge max. Ce que je trouve intéressant, parce qu'on a parlé de ce sujet aussi RVE avec Dominique dans l'épisode précédent, il y a une grosse différence, moi je trouve, entre du coup le résidentiel et le tertiaire, c'est qu'en général, résidentiel, j'ai une borne comme là, avec une prise, alors que dans le tertiaire, je vais peut-être installer plusieurs bornes, avec plusieurs prises ou points de recharge par borne, et il me semble qu'il y a une notion aussi de nomenclature, ou en tout cas de comment on nomme les choses. Et la notion de protection individuelle par point de recharge. Enfin, il y a des choses qui sont plus complexes dans le résidentiel. Exactement. La partie donc 722 de la norme précise tout ça dans le premier chapitre, qui sont les définitions. D'accord. Et on va trouver des définitions exactes pour qu'est-ce qu'un point de recharge, qu'est-ce qu'une prise de type 2, qu'est-ce qu'un mode de recharge de type 3. Enfin bref, cette partie de la norme va donner tout le vocabulaire nécessaire à pas se tromper, à se comprendre avec les électriciens et le maître d'ouvrage, de façon à faire des installations qui soient correctement dimensionnées et que tout le monde ait pu communiquer de façon uniforme. José, quel conseil on pourrait donner à notre communauté d'électriciens pour assimiler, je dirais, la série de normes NFC 1500 par où commencer? Effectivement, on peut être effrayé par la quantité d'informations et le volume que représente la série de normes NFC 1500. Maintenant, il faut être curieux, il faut s'informer, parce que c'est dans la norme qu'on trouvera les informations qui évitent de faire des erreurs, et c'est dans la norme qu'on trouvera également les solutions d'optimisation de ces installations, de façon à avoir des installations mieux dimensionnées et pour l'intérêt de tous. Donc, il faut être curieux, il faut s'informer, et le formatage de la nouvelle norme NFC 1500 permet ça plus aisément, puisque le découpage de la norme a été fait pour justement obtenir des textes qui soient centrés autour d'usages particuliers. Et si vous faites des installations de recharge de véhicules électriques, eh bien, vous pouvez effectivement passer par la norme NFC 1500-7-722, qui est un texte autonome qui ne parle que de ça. Donc, ce que je comprends, c'est qu'en fonction des cas d'usage, c'est assez structuré et on peut trouver facilement la réponse dans des séries de normes qui répondent aux cas d'usage. C'est ça. Il faut être curieux, il faut se renseigner. Bon, et écoutez ce podcast parce que finalement, c'est là-dessus où on pourrait trouver aussi des éléments de réponse. C'est ça. Guillaume. Merci José. Merci José. Merci à vous. Merci d'avoir contribué à Fier d'être électricien. Et puis, on te dit très certainement à bientôt. J'espère. Bon, quant à nous, quels sont les prochains épisodes, Guillaume ?
Eh bien justement, on pourrait approfondir et j'aimerais bien faire venir un électricien et aussi des personnes qui sont experts du sujet sur la borne IRVE, parler de formation, de qualification, etc. Sur le photovoltaïque aussi, mais après sur le cœur du métier d'électricien, on pourrait parler du tableau électrique et on va récolter des questions et tous les électriciens qui nous écoutent peuvent aller sur le groupe Fiers d'être électricien, poser les questions, aller poser des questions, répondre à nos sondages aussi. On va lancer des sondages pour avoir les questions. Et puis comme les électriciens qu'on a pu voir pendant ces 2 premiers épisodes, nous envoyer des vidéos avec leurs questions qu'on intégrera et on invitera un expert qui répondra aux questions. Bon, chouette programme, hein. Effectivement. Merci José, merci Guillaume. Oui, merci Laurent, merci José. Quant à nous, on se retrouve très prochainement. D'ici là, prenez soin de vous et soyez fiers d'être électricien. À très bientôt, salut. Merci d'avoir suivi cet épisode. Alors si vous aussi vous êtes fiers d'être électricien et que vous avez des questions à poser à nos experts, rejoignez-nous sur notre page Facebook et envoyez-nous vos questions en vidéo pour peut-être passer dans le prochain épisode. D'ici là, restez fiers de votre métier et à très bientôt.